Kanji et Nathan viennent de partager un moment intime. Nathan doit partir prendre son service à la paillote quand Angie remarque la présence de griffes sur le dos de son petit ami. La jeune fille a laissé ressortir son côté sauvage et a griffé Nathan de plaisir. Kanji supplie Nathan de ne rien dire à personne et de garder son t-shirt à la paillote. Mais Nathan se presse pour ne pas arriver en retard à la plage privée. Il est en nage et veut garder malgré tout son t-shirt. Suspicieuse, Charlie soulève son t-shirt et taquine Nathan au sujet d'Angie. Puis, la jeune femme ne lui laisse pas le choix, Nathan doit enlever son t-shirt. Le jeune homme se met donc torse nu. Il se fait draguer ouvertement par une cliente. Kanji débarque à la paillote. Elle s'offusque qu'une cliente puisse tripoter son petit ami et fait une scène de ménage à Nathan avant d'affronter Charlie. Elle rappelle à la jeune femme qu'il est interdit d'obliger les employés de travailler à poil en France. Charlie lui explique que Nathan était en nage à son arrivée, soi-disant parce qu'il avait couru. Excédé, Kanji tourne les talons. À la fin de la journée, Nathan retrouve Angie chez elle. La jeune fille lui reproche de ne pas avoir repoussé cette cliente qui le draguait. Nathan lui explique que son travail consiste à mettre à l'aise la clientèle. Il lui avoue ensuite que c'est un peu flatteur de se faire draguer. Nathan explique à Angie qu'avant de la rencontrer, il n'avait pas confiance en lui parce que les filles ne le regardaient pas. Mais depuis qu'il est en couple avec elle, il se sent mieux dans sa vie et dans sa peau. Nathan reconnaît qu'il attire un peu plus désormais les filles, et assure à Angie qu'elle est la seule qui compte à ses yeux. Ils se demandent mutuellement pardon et s'embrassent. L'heure de sortie de prison pour Bart a sonné, Roxane et Sarah viennent le chercher. Bart prend des nouvelles du bébé, et avoue à ses amis que désormais il veut reprendre sa vie en main. Il va faire tout ce qu'il faut afin de surmonter le décès de Louise. Le soir, il vient dîner chez les filles, et vient avec du jus de fruits pour éviter la tentation de l'alcool. Bart regarde plus en détail l'échographie. Robin Belenoir est sur le point de quitter le commissariat pour être placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Il risque 20 à 30 ans de prison. Martin lui demande une dernière fois de lui donner le nom de son commanditaire. Les policiers savent pertinemment que Victor Brunet a utilisé Robin pour saboter le mât et qu'il se sert de lui comme bouc émissaire. C'est pourquoi, Martin tente de faire prendre conscience à Robin qu'il va tout perdre, sa famille, son fils et sa liberté, et surtout que Brunet ne tiendra pas sa parole s'il lui a promis quelque chose. Robin finit par avouer que Victor est également impliqué dans les sabotages du mât. Victor Brunet veut louer un bateau, et propose à Timothée et Elsa de faire une virée en mer. Timothée n'aime pas les promenades en bateau, mais Victor a tout prévu. Le temps va être superbe et la cabine est très spacieuse. Elsa supplie Timothée d'accepter quand Brunet reçoit la visite de Martin. Il lui demande de le suivre au commissariat. Avant de partir, Victor assure à son fils qu'il s'agit encore d'une erreur de la police. Au commissariat, Martin organise une confrontation entre Robin et Brunet. Robin donne sa version des faits. Victor l'a contacté dès qu'il a su qu'Alex venait d'acheter le mât qu'il convoitait. Il est venu le voir une fois au bord de l'étang et le reste du temps, il lui donnait ses indications par téléphone. Robin affirme qu'il devait pousser son frère à jeter l'éponge et à vendre le mât à Brunet à bas prix. En échange, Brunet lui verserait 100 000 € et le nommerait chef d'atelier. Brunet nie tout. Victor assure avoir agi de manière transparente et légale pour acheter le mât et y construire à la place un hôtel. Robin réalise que Brunet l'a mené en bateau. C'est parole contre parole. La police a vérifié les comptes de Brunet, mais n'a trouvé aucun mouvement suspect. Et Damien a épluché les fadets de l'homme d'affaires. Il n'a trouvé aucun échange vocal ou écrit entre lui et Robin. Quant au bornage du prépayé, il était allumé par intermittence dans des endroits isolés que Damien ne peut pas relier à Brunet. Martin n'a pas d'autre choix que de clôturer l'enquête et de laisser repartir Brunet, libre. Sophie Novak interpelle Karim au commissariat et le félicite sur un ton narquois pour son non-professionnalisme. Elle lui reproche d'avoir profité de son absence pour interroger son client. Karim lui assure qu'ils ont respecté la procédure. C'est Brunet qui a refusé de faire appel à un avocat. Mais l'avocate le met en garde. La prochaine fois qu'ils harcèlent son client, elle fera valoir un vice de procédure. Sophie Novak veut que la police présente ses excuses à son client pour l'avoir harcelé pendant des jours au seul motif que c'était un ancien détenu. Karim somme Sophie de baisser d'un ton, de prendre son client avec elle et de quitter les lieux. Elle s'attend de rassurer Timothée qui a peur que son père retourne en prison.
Victor les rejoint et explique à son fils que la police ne croit pas en sa réhabilitation, car c'est un ancien détenu. Il rappelle ensuite à Timothée qu'il lui avait promis de ne plus faire de mal à personne. Timothée est dubitatif, parce que son père ment sans arrêt. Brunet lui assure être sincère. Renaud demande à Samuel si la reprise du RA se passe bien, ce qui est le cas. Samuel ne tarit pas d'éloges au sujet de Paul, le palefrenier. Puis, il explique à son père que Victoire et Anne-Marie sont aux anges. D'ailleurs, cette dernière passe ses journées à galoper. Le soir, elle est si fatiguée qu'elle se couche tôt, ce qui leur laisse un peu d'intimité. Samuel propose ensuite à son père de passer au haras, mais le visage de Renaud se ferme. Samuel pense que son père refuse de venir parce que c'est à lui que Solange a légué le haras. Marianne lui donne raison. Renaud leur assure que ce n'est pas le cas. Seulement, il y a 10 ans, il a pris une décision à laquelle il s'y tient, celle de ne plus retourner au haras. Après sa garde à l'hôpital, Samuel va au haras et trouve sur le bureau de sa tante des devis. Paul lui explique qu'ils envisageaient avec Solange de refaire la toiture des box extérieures à la fin de l'été quand Renaud les rejoint. Il s'excuse auprès de son fils, et admet qu'il n'aurait pas dû s'obstiner de la sorte. Samuel fait ensuite les présentations. Paul lui présente ses condoléances et lui dit à quel point Solange leur manque beaucoup au haras. Mais il se montre fuyant quand Renaud lui demande s'il a connu Diane. Paul emmène un peu plus tard Samuel dans l'écurie dont la toiture en tôle a besoin d'être changée. Elle a bougé pendant la dernière tempête et le vent s'est engouffré dessous. D'après l'expert, le toit risque de s'envoler au prochain coup de vent. Paul s'absente ensuite pour aller chercher le rapport de l'expert. Mais quelques minutes plus tard, la porte de l'écurie se referme et un incendie se déclenche dans un box. Samuel n'arrive pas à ouvrir la porte. Il commence à paniquer et appelle à l'aide. Victoire, qui revient tout juste d'une promenade à cheval, l'entend et se précipite. Mais la porte est bloquée. Samuel demande à Victoire d'aller chercher de l'aide, ce qu'elle fait. Mais il est de plus en plus incommodé par la fumée, et finit par s'écrouler sur la paille.